Sagittaire, l'info des vivants qui veulent le rester. Le camp climat organisé par Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV COP21, dans lequel nous accompagne une bonne centaine d'activistes du mouvement pour le climat qui sont là tout autour de nous. Et qui sont ici pendant 12 jours, qui campent, qui se rencontrent et qui se préparent pour les prochaines mobilisations de la rentrée. Car on peut intervenir à tout moment et j'aimerais bien intervenir pour savoir qu'est-ce que la radicalité, parce qu'on en parle sans la définir et je me rends compte après une semaine de camp climat que même des gens tous sensibilisés à la question écologique n'ont absolument pas la même définition de la radicalité. Donc qu'est-ce que pour vous la radicalité ? Est-ce que Djemil, tu voudrais te lancer dans une petite définition très personnelle de la radicalité ? Si c'est le cas, ce serait forcément personnel, parce que tout est subjectif et celui qui se dit objectif se trompe forcément, enfin, je pense. C'est la question que je voulais poser justement. Qu'est-ce que pour Alternatiba, c'est quoi la radicalité ? Parce que tout à l'heure, depuis le départ de l'émission et même depuis de nombreuses années, on parle de stratégie, on parle d'action, on parle de se mettre en mouvement, en marche pour faire la blague, haha. Mais on définit rarement les mots. On parle de système, changer le système et pas le climat, ce genre de choses. Du coup, plus que ma réponse qui n'intéressera pas grand monde, la vôtre, en tant qu'Alternativa, c'est quoi pour vous la radicalité et le système ? Je pourrais compléter ensuite. Le slogan « Changeons le système, pas le climat », ça résume d'une certaine manière la vision d'Alternativa. On l'a repris, en fait, il existait depuis plusieurs années déjà. Je pense que le moment où il a vraiment émergé, c'était le sommet de Copenhague en 2009. Nous, on s'y est retrouvés parce que quand Alternatiba s'est lancé, c'était avec un message très optimiste, positif. On dressait un constat très alarmant de la situation, mais ce qu'on voulait mettre en avant, c'était qu'il y avait plein d'alternatives qui existaient déjà et que si on travaillait à les généraliser, ça pouvait préfigurer une société soutenable au niveau écologique, mais aussi plus juste au niveau social, et donc un monde meilleur dans lequel on pourrait vivre. Sauf que les alternatives dont on parle, donc ça va être beaucoup moins de transport avec du pétrole, donc beaucoup de transport en commun, du covoiturage, du vélo, des centres-villes sans voiture, ça va être une alimentation relocalisée, ça va être consommer beaucoup moins d'énergie, donc un message de sobriété. Et pour nous, il était important de faire comprendre que ça n'allait pas être un équivalent technique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que le discours de la croissance verte, par exemple, qui n'est pas le nôtre, est plus facile à accepter parce que on va dire aux gens que on va changer le type des voitures. Donc on va remplacer les voitures à essence par des voitures électriques, mais tout le monde continuera à rouler en voiture. Tout ça, on le sait déjà, parce que là, je vous entends m'expliquer tout ça, mais ma question est claire. C'est quoi le système qu'on vise à changer ? Tout à fait. Donc, nommez-le-moi. Ou à détruire. Ou à détruire. Mais le système, c'est nous, c'est la manière dont on vit. C'est la société humaine. C'est le système, c'est la masse des gens qui consomment les produits. Donc c'est un système de extractiviste. C'est un système de surproduction, productiviste, et c'est un système de surconsommation alimenté par la publicité, par une idéologie de croissance infinie, alors que nous sommes dans un monde fini. Donc le système, c'est ça, mais ce qui alimente ce système, jamais le c'est mot les gens. Capitalisme, il sort pas. Et oui, alors jamais système... ce mot est prononcé chez Alternatiba. Non, Pourquoi ? Pas jamais. Le système est capitaliste, donc le système est libéral. Le système est patriarcal, le système est spéciste. Tout ça, je pense qu'on peut Il est spéciste parce qu'il est capitaliste. Enfin, du coup, ça là pour le coup, ma vision de la chose, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi qui viens pas du milieu dans lequel je suis aujourd'hui ici, c'est-à-dire du mouvement climat, etc., mais plus du mouvement populaire. On définira d'ailleurs ce que c'est, populaire, etc. plus tard. Et Gilets jaunes, il faut dire que tu as beaucoup accompagné le mouvement des Gilets jaunes. Mais écologiste, bien évidemment. Et du coup, antispéciste, enfin plein de choses, on pourra en revenir durant toute l'émission. On a du mal, je me fais leur porte-parole ce soir d'une partie de mes camarades, avec la définition un peu longue, un peu politicienne, je dirais, pour provoquer de ce que vous dites jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le capitalisme, je crois que est-ce que tout le monde a la définition de capitalisme là?
Voilà, donc le mot, je crois qu'il est important à prononcer, et j'ai l'impression qu'il y a une réticence de la part de pas mal d'ONG, pas forcément ou d'associations comme Alternatiba, de le prononcer, de définir ce qu'est l'ennemi. Pour le coup, là, je me lance un peu, je me demandais mon avis. Il y a effectivement un monstre que tout à l'heure tu as juste désigné sans le dire, et c'était celui-ci. Un éléphant dans la pièce. Exactement, qui est énorme, et on tourne autour un petit peu, et on a du mal à le désigner. Il y a Jean Ziegler, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui est un philosophe, économiste suisse, et qui dit clairement abattre le capitalisme. Mais là, dans la radicalité, et ça aussi on pourra définir ce que c'est pour vous. Après, c'était ma question tout à l'heure aussi. Ce qu'est la radicalité, c'est un mot qui fait peur, un peu comme capitalisme. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on choisit de pas les prononcer. Et en fait, dans l'idée, c'est qu'on dit sans arrêt, on est alarmiste depuis 2008. Vous disiez 2009 tout à l'heure, et ça fait donc 10 ans, et on n'a plus le temps de prendre des pincettes et de pas dire des mots, etc. Est-ce qu'on pourrait pas aller droit au but directement? Et si je peux me permettre, juste pour compléter, avant de vous laisser répondre, John, sur ce que vient de dire Jemil, en tant que youtubeur qui a une chaîne YouTube, Facebook, enfin on est surtout actif sur Facebook, qui parle d'écologie et qui est contacté par des ONG, qui travaille avec des ONG, qui rencontre des institutions, qui rencontre même c'est arrivé des personnalités politiques, il faut savoir que ça nous est arrivé d'être confrontés à des associations, des ONG, quand on prononçait le mot capitaliste, qui disaient « Ah mais ça, il faut pas le dire ». Et donc, il y a un moment, c'est intéressant aussi de pouvoir dire ce genre de choses, qu'il y a des termes qu'on peut parfois difficilement employer avec certaines ONG qui pourtant se battent pour la survie du vivant sur la planète, et que pour l'instant, le capitalisme, avec sa croissance, ses traités de libre-échange, sa mondialisation et sa maximisation des profits, ne fonctionne pas avec la réalité des ressources finies d'une planète qui est en train de mourir. Non, moi je pense pas qu'il y ait de difficulté avec le mot capitalisme. Je pense que c'est très facile en fait. Ça m'est arrivé qu'on me dise n'en parle pas, et des ONG très connues. De notre côté, en tout cas, il n'y a pas de difficulté, et ça suscite pas des débats. Mais en fait, ce qui fait fonctionner le système capitalisme, c'est la consommation. C'est en fait les habitudes de consommation des gens. Mais si, parce que Total produit pas du pétrole pour lui-même, c'est parce qu'il est consommé. Amazon, qui est donc dont le PDG est la première fortune du monde, ne génère pas des profits tout seul, c'est des produits qu'on achète. Donc ce qu'on nomme le système, c'est effectivement notre mode de vie. Mais je veux juste terminer cette idée. C'est pour ça que ce qu'on a essayé de populariser, c'était que vivre autrement, ça suppose de changer radicalement de système, c'est-à-dire radicalement de mode de vie. Radicalement, ça vient du mot racine, c'est-à-dire changer à la racine. Bien sûr. C'est-à-dire, ça va être révolutionner complètement la manière dont on habite. Mais la racine, c'est les citoyens? Justement, pour moi, ça l'est pas. C'est-à-dire que la racine des choses et du système, juste après ma chère amie, quand on parle, c'est un peu contradictoire parce que, enfin c'est mon avis, la racine des choses c'est le système libéral, le capitalisme, donc la publicité. Même si on est en train de dire on va changer entièrement individuellement, ce n'est pas la définition du système. Nous sommes ensemble le système, certes, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est-à-dire qu'on aurait beau changer tous ensemble, d'ailleurs des études sont faites, on changerait vraiment tous ensemble de consommation, qu'on diminuerait de 21% les émissions à gaz à effet de serre. On réglerait rien, parce que si on s'attaque pas donc à la racine c'est qui? C'est Total et c'est les autres, et c'est l'État parfois, et c'est tout ça. C'est pas le bon cheminement. La racine, c'est ça. Alors, et du coup, avant de te repasser la parole, justement, et on en parlera, j'imagine, après, est-ce qu'on peut, du coup, continuer à massifier les adhérents d'ONG, etc. Et pourquoi, du coup? Je me pose vraiment la question, parce qu'avec je me pose la question, et on va l'aborder, j'imagine, après. Juliette, tu prends l'intérim? John, si tu veux prendre le temps de répondre. Non mais, pour quand même conclure cette idée, moi, je parle pas de changement individuel. Quand je dis que c'est notre mode de vie, c'est le fait que ce soit massivement, le fait que ce soit un mode de vie massivement partagé. Je pense que il est important de faire. Oui, mais bien sûr, c'est importé par. Mais vous me ferez pas dire que le capitalisme est merveilleux, que je vais pas excuser Total, que je vais pas encenser Amazon. Mais je pense qu'il faut comprendre que une grande partie de notre pouvoir repose sur le fait qu'on fait tourner ce système. Vous décrivez encore
Parce qu'on t'entend mais pas. C'est l'échelle collective. Je disais, vous êtes encore une fois en train de décrire la responsabilité individuelle. Non, mais c'est pas ça que je veux pointer. C'est la responsabilité individuelle. Effectivement, elle est très limitée. Je pense que nous, en tout cas, c'est pas notre stratégie de changer le mode de vie des gens. Il y a une indication générale de notre public qu'on s'est très bien compris sur cette question. Est-ce qu'on peut donner la parole à Juliette? Ouais. Moi, je suis très frustrée par cette question de la massification parce que à chaque fois que j'ai essayé de la voir, on s'empêtre dans est-ce qu'on est un mouvement de masse ou pas? Quel est l'intérêt d'un mouvement de masse ou pas? Est-ce qu'il faut atteindre les fameux 3,5% ou beaucoup plus? Enfin bref, j'ai peur que, moi à titre personnel, j'ai peur que cette question de la massification ce soit le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à être plus pour être plus et on sera jamais assez et qu'on se pose pas la question de après qu'est-ce qu'on en fait. Du coup, je reviens sur la définition de radical qui va me permettre de continuer cette phrase qui n'a pas de sens pour l'instant. Si, ça partait bien en tout cas. Moi ça me parle pas cette question, de définir la radicalité en parlant de la racine. Je sais que j'ai lu ça dans beaucoup de trucs. Moi ça me parle pas. Par contre, là je me suis dit quelque chose. Le problème auquel on fait face, il est radical. On est radicalement dans la merde. Que l'Alaska entier a fondu cet été. Il y a des espèces qui sont en train de disparaître pour toujours. Il y a des 80% des insectes. Voilà, il y a des gens qui sont en train de s'entretuer pour avoir de l'eau. Enfin genre, c'est radicalement grave, c'est radicalement morbide, ça, le problème est radical. Du coup, moi, ma question, pourquoi je suis venue à ce JTR, c'est pour avoir cette discussion. Qu'est-ce qu'on fait de radical pour empêcher ça, pour freiner ça, pour sauver ce qui reste à sauver, j'en sais rien, mais il faut que ce soit à la hauteur. En fait, la question de la radicalité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai pas de réponse. Mais j'ai envie qu'on en discute. J'ai envie qu'on se pose vraiment cette question. Ok, on est un certain nombre. On se fout de combien on est. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce nombre? Et je finis juste là-dessus, pardon. Et si la question du nombre et de la massification, ça reste important, est-ce qu'on le passerait pas en objectif secondaire? Qu'est-ce qu'on fait du nombre qu'on a? Et si on peut après, en plus, continuer à aller chercher du monde, c'est très bien, mais bordel, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est que vous posez la question dans des termes particuliers. Qu'est-ce qu'on fait dans un temps limité avec des ressources limitées? Or, nous, on se pose pas la question comme ça. C'est qu'est-ce qu'on fait dans un temps limité avec des ressources qui vont grandir au fur et à mesure? Les ressources, c'est quelque chose qui n'est pas immuable. Et en fait, faire de la stratégie, la base de la stratégie, c'est penser comment est-ce que tu vas accumuler des forces au fur et à mesure de gagner des victoires politiques. Et en fait, c'est la théorie de l'Himalaya. Tu montes pas l'Himalaya du jour au lendemain en te disant bon bah tiens, allez, je pars, je grimpe, on est 3 et en fait, j'ai pas les ressources, j'ai pas assez de sacs sur mon dos mais j'y vais, je m'en fous. Non, c'est pas ça. Tu passes par le camp de base et les camps de base, c'est des victoires intermédiaires, donc des victoires politiques intermédiaires, mais c'est aussi aller chercher des ressources. Et donc c'est aller chercher des gens. Et donc quand tu penses stratégie, quand tu fais vraiment de la stratégie, tu vas faire des actions qui vont te permettre d'augmenter tes ressources. Et je sais pas si vous êtes concrètement impliqué dans des luttes, vous êtes youtubeur, journaliste, etc. Mais quand tu es concrètement impliqué dans des luttes, tu démarres à 10. En fait, il faut que tu te poses la question de comment est-ce que j'arrive à être 50 à la fin. Parce que tu gagnes pas du tout les mêmes choses et t'as pas du tout le même impact politique quand t'es 10 que quand t'es 50. Et là, tu as aussi employé le terme de victoire. Et en fait, vraiment, depuis 5 ans, je peux pas nommer de victoire qui soit à la hauteur du défi qu'on a en face de nous. Et je me prends tous les jours le mur des faits scientifiques qui s'accumulent. Et surtout ce dernier chiffre qu'on a cité en entrée de JTR, qui est que le changement climatique est en train de prendre 50 ans d'avance sur ce que les scientifiques espéraient. Donc, on n'est pas en train de gagner du tout. Et certes, on est très peu nombreux. Et de fait, le consensus que l'écologie ça existe est important, mais le nombre de gens qui sont prêts à aller plus loin et à aller suffisamment loin pour faire que ce système change, ou au mieux peut-être maintenant que ce système se casse la gueule ou qu'on lui casse la gueule, on a besoin qu'ils soient vraiment plus nombreux. Et pour ça, il faut qu'on parle davantage de ce manque plus que de ce chemin tranquille. Pour moi, là, il faut qu'on soit dans un putain de sprint, ou alors qu'on construise un skateboard, ou alors qu'on se débrouille pour aller vraiment plus vite et vraiment plus loin, ou alors avoir une stratégie de tout petit oisillon, mais qui vient percer un œil, j'en sais rien, c'est une image. Mais voilà. Tu vois, le colibri qui va vraiment, crever un pneu, quoi. Je sais pas, un truc, comme ça qu'il faudrait qu'on développe, dans ce cas. Et donc, je questionne vraiment, ça. Est-ce que
la masse peut renverser un système. Elle peut renverser un régime politique, mais pas forcément un système. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt apprendre à détruire le système ? Si le système le système capitaliste est en train de détruire la planète de jour en jour, on n'a pas 10 ans, on veut pas se dire je tiens 10 ans sous une dictature, mais dans 10 ans on sera assez nombreux, on renversera la dictature. Non, dans 10 ans là, si on tient 10 ans, dans 10 ans c'est fini, il y a plus de planète. Donc on n'est plus dans la même logique que Martin Luther King, Gandhi, etc. Plus du tout. On est dans une logique où il faut attaquer rapidement. Il faut neutraliser ce qui détruit la planète et préparer en parallèle ce qui arrivera après l'effondrement. Oui, on vient d'amener cette notion d'effondrement. Ça va, j'espère qu'on va en discuter un peu plus autour de cette table. Préparer l'effondrement, mais le causer, détruire le système au plus vite, plutôt que de vouloir le changer. Le changer pourquoi d'ailleurs ? On manque de radicalité et de gens qui détruisent le système, donc qui vont faire du sabotage. Ce que font les gilets jaunes. Et il y a une remarque ici de notre audience. Voilà. Et donc ça, pour du sabotage, vous n'avez pas besoin d'être des milliers, en fait. Ça peut être des petits groupes, sans faire mal aux personnes. Voilà. C'est pour les juges, ça. Donc voilà. Donc, en fait, il faut effectivement travailler à la massification et la conscientisation. Mais ça, c'est un mouvement de fond et qui va permettre que les mouvements radicaux soient plus acceptés. Mais on a oublié qu'il fallait détruire, en fait. On n'est que dans il faut convaincre. Oui, mais il faut convaincre, mais en même temps, il faut faire des actions directes. Et c'est là où je laisserai le débat continuer là-dessus. Avec ces merveilleux intervenants. Attends, Félicien, on a une remarque de quelqu'un ? J'aimerais juste intervenir sur la question on parle de nous, on parle de massification, on parle il faut convaincre, on est une masse, etc. Mais j'aimerais juste qu'on ouvre 5 minutes les yeux, qu'on se regarde et qu'on se pose la question, qui étaient nos parents ? Personnellement, si j'ai réussi à venir au camp climat, c'est parce que mes parents avaient une bagnole. Rien que ça. Si j'ai pu faire mes études, c'est parce que mes parents m'ont payé mon appartement. Si j'ai pu avoir conscience, c'est parce que je suis moi-même issu d'une classe qui m'a donné cette conscience. Je travaille avec des jeunes. Leur question, c'est est-ce que je vais avoir des cadeaux à Noël ? C'est pas est-ce que ma planète, j'en aurai une dans 10 ans ? Non, eux, le truc, c'est qu'ils n'ont même pas d'avenir. Ils ne se voient pas dans l'avenir, que ce soit dans notre système idéal, que ce soit dans un autre système. Alors on peut dire, on sait massifier. Non, on sait se convaincre entre nous. On n'a pas massifié le truc. Il y a juste une certaine catégorie de la population qui a décidé de sortir enfin du canapé derrière les écrans. Mais j'ai vraiment pas l'impression que cette lame de fond dont tu parles, elle se soit mise en marche, parce que les gamins avec lesquels je travaille, les parents avec lesquels je travaille, n'ont pas du tout cette conscience, et les frappes chirurgicales qu'on va vouloir mener, et qu'on a déjà commencé à mener par exemple sur la défense, elles ne sont pas comprises par ces gens. Et donc c'est facile derrière que des gens comme le système, pour le dire autrement, notre gouvernement, récupère ces images, nous colle l'étiquette écolo-terroriste et on passe pour des guignols. Parce qu'on aborde la thématique des Gilets jaunes, mais comment racoler les classes populaires à la lutte écologique ? Sachant que sans les classes populaires, on fait pas masse et on gagne pas la bataille culturelle, parce que la bataille culturelle, en gros, c'est... pour schématiser, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais c'est 51% des votants en 2022 sur un programme de transformation écologique et sociale radicale. On peut chiffrer, voilà. Et pourquoi les rallier à nous et pas nous à eux ? J'ai pas compris ta question en fait. Tu dis il faut rallier les classes populaires à nous, mais pourquoi nous on serait le centre et qu'il faudrait rallier les gens à nous et pas plutôt nous aller dans les différentes... En fait justement c'est ça, c'est que nous sommes dans un mouvement climat. Là du coup on est bienveillant bien évidemment, on n'a pas le choix de faire face ensemble à ce qui nous concerne tous. C'est un fait. On n'a pas le choix. Et malheureusement, ce qu'on voit, moi, issu du mouvement populaire, définissons ce que c'est populaire. Pour moi, le camp climat aujourd'hui, ce n'est pas populaire. Je vous le dis. Il n'est pas populaire. Non, mais je vais au bout de ce que je veux dire. Ce n'est pas populaire. Je me sens pas représenté. Je me sens pas représenté quand je vois même le JTR au début. Et pourtant, je suis depuis toujours, tu vois, depuis quasiment le départ. Et c'est un constat. Ce n'est pas un reproche. Je peux pas te reprocher d'être blanche, moi, le contraire, ou je ne sais quoi, comme connerie qu'on pourrait se reprocher, ou issu d'une classe sociale ou d'une autre. On peut pas. C'est un fait, c'est un constat. Et du coup, le changement climatique affecte tout le monde. Bon, évidemment, plus tu es en haut de cette pyramide qu'on a tous en tête, moins plus t'as de l'argent pour avoir une clim ou ce genre de conneries. C'est tout simplement vrai. Hein. Et les premiers à en pâtir du dérèglement climatique, c'est les couches populaires les plus basses, c'est les couches classes les plus basses. D'accord. Aujourd'hui, il est représenté pas mal en France par ces fameux gilets jaunes qui font trembler
pour vraiment dire les pouvoirs publics et le capitalisme en général. C'est pas d'autres. Et c'est encore une fois là c'est juste un constat. Il faut faire des ponts entre les deux et pas chercher à. Et je rejoins, enfin on se rejoint très bien. Faut pas chercher à. Et la question est mal posée. Je l'entends autour de moi depuis que je suis arrivé. Pourquoi on échoue et comment on peut rallier les couches populaires, je vais au bout, attends, je vais te donner la parole. Les couches populaires, autrement dit les gilets jaunes, déjà, ça veut rien dire. Et pas que, à la cause du climat. Est-ce que le mouvement climat et l'écologie, tu vois par exemple ça, je peux te dire que les couches populaires qui ne sont pas gilets verts sont écolos. Déjà, ils prennent pas l'avion, ils ont pas les moyens, enfin, ce genre de conneries. Il faut. Moi, j'ai pris la première avion il y a 4 ans. Ça, tu vois. Et il faut, et de ce constat-là, que j'ai l'impression malgré tout, on a du mal à le faire dans cette catégorie de la population-là, il faut créer des ponts et pas essayer de convertir, d'amener dans Alternatiba ou je sais pas trop quoi tout le monde. Non, on est tous écolos, on a tous compris. Il faut qu'on fasse des ponts, c'est qu'ensemble qu'on pourra faire les choses. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'impensés stratégiques aujourd'hui qui nous empêchent de parler à ces classes populaires. Et c'est quoi une impensée stratégique? En fait, je décroché là. Ouais, ok. Moi, je pense qu'il faut. C'est pas vrai, mais il y en a plein qui décrochent déjà. Non, mais moi je pense que les gens décrochent pas en fait, et qu'il y a une appétence pour essayer de comprendre un peu plus. Je t'assure. Mais si tu me laisses développer, parce que je t'ai laissé développer. Mais en gros, je pense qu'il faut bien comprendre dans quelle situation se trouvent les classes populaires. Depuis 2008 et la crise, on est rentré dans une autre période historique où les classes populaires, elles ont peur du déclassement. Les classes populaires, elles veulent de la protection par rapport à cette mondialisation, par rapport à l'intégration européenne qui désindustrialise notre pays et qui, en gros, crée un chaos social. Les classes populaires demandent de la protection. Qu'est-ce qui protège les classes populaires depuis toujours? C'est l'État social. C'est l'échelle qui, à mon avis, est un impensé de nous, notre mouvement écolo. Nous, traditionnellement, on est plutôt local et global. Mais cette échelle, si on veut vraiment parler aux classes populaires, à mon avis, c'est celle qu'on doit porter. On doit se questionner sur qu'est-ce qu'un État écologique qui protège. Et si tu fais ça, parce que c'était une demande très forte chez les Gilets jaunes, il y avait parmi les premières revendications, c'était le retour des services publics et le protectionnisme solidaire, écologique, tout ce que tu veux. Voilà, la réindustrialisation verte et toutes ces choses-là. Par exemple, moi j'ai une question pour toi. En fait, qu'est-ce que tu penses du fait que Alstom a été racheté par des Américains? Alstom, c'est l'entreprise qui aujourd'hui nous permettait, si tu veux, de produire toutes les machines essentielles à la transition énergétique. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on n'ait que 600 000 personnes à s'être prononcées en faveur du référendum contre la privatisation d'ADP? Alors que garder Aéroport de Paris en maîtrise publique, c'est la seule solution qu'on a, nous, pour plus tard faire baisser le trafic aérien. Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça, je vois pas le rapport directement. J'en pense forcément. Enfin, qu'un État social fort est forcément. Pourquoi c'est pas une priorité pour toi? C'est pas une priorité. Mais ce que j'entends dans les mouvements que je fréquente, personne me dit ce genre de choses, tu vois. On n'est pas là à dire il faudrait que l'État investisse il y a un truc beaucoup plus palpable. Bien sûr qu'on voudrait garder dans l'État social la manne financière qu'ADP pourrait mettre dans l'État. Bien sûr dans les caisses de l'État. Bien évidemment, ça pourrait financer les services publics comme tu l'as décrit à l'instant. Mais ce n'est pas ça qui est sur les bouches des gens. Parce que on connaît pas les mêmes gens parce que moi je l'ai sur toutes les bouches. Bah justement, au lieu de parler à la place des gilets jaunes, faire parler des gilets jaunes qui sont dans le public, parce que je sais qu'il y en a. Levez la main, signalez-vous. Ah, monsieur. Hein? Ouais, ce serait bien une madame. Là-bas aussi. Une madame. Est-ce qu'il y a une madame gilet jaune? Où ça? Je vous vois pas, j'arrive. Madame gilet jaune, où êtes-vous? Et donc bonjour, je m'appelle Corinne. Je suis gilet jaune parce que de fait j'ai fait beaucoup de manifs avec les gilets jaunes, mais je suis pas que ça. Et on n'est tous pas que ça. Donc je suis militante pour le climat, je suis aussi syndiquée, etc. Donc après moi je suis pas très à l'aise à parler devant les caméras, donc je vais vous laisser assez vite. Mais je voulais juste, c'est pas facile. Mais voilà, je voulais juste dire ça, c'est qu'en fait on est nombreux à être partout. On est très nombreux à être partout et les questions qui se posent là, on se les pose tous en fait. Voilà. Ça me fait aussi méga réagir l'idée de ramener, ça fait un peu l'idée de tirer la couverture à soi et quelle lutte est la prioritaire et la plus juste. Enfin, ça me parle pas trop. Mais du coup, si on veut vraiment essayer d'inclure et de faire vivre cette lutte contre le changement climatique avec des classes plus populaires, est-ce que ça n'a pas plus de sens d'essayer de détruire ce système qui exploite et la nature, et les pauvres, et les femmes, et
et les animaux et toute personne qui est différente. Enfin, faut détruire. Enfin, Mais t'as besoin des classes populaires pour le détruire, pour faire masse. Bah bien sûr. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que tu dis que pour enfin, j'ai peut-être pas compris ta réflexion, mais tu dis que pour ramener les classes populaires, il faut détruire le système. Mais pour détruire le système, on a besoin. Non, des c'est classes pas ça. populaires. Non, Il faut c'est pas dire ça. qu'on en a l'intention, peut-être. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, ok, c'était pas clair. Au début, moi, je me suis engagée contre le changement climatique parce que ça me faisait flipper sa mère, parce que je suis blanche, je suis privilégiée, je suis d'un milieu socioculturel élevé, j'ai de problèmes de rien. La seule minorité de laquelle je fais partie, c'est le fait d'être une femme. Mais j'ai été écolo, je cherchais pas du tout à détruire le système. Et je pense, il y a une partie du mouvement climat où je sais pas, une façon de voir le mouvement climat qui est juste d'empêcher le changement climatique. Pas de détruire ce système qui oppresse, juste de faire en sorte qu'on n'est pas trop chaud, de faire en sorte qu'il y ait encore des animaux, de faire en sorte que ça passe, pas d'empêcher l'exploitation, pas d'empêcher le salariat exploité, pas d'empêcher l'esclavagisme, enfin, si on se met à avoir un discours radical en disant ok, en fait on veut vraiment détruire tout ce système et vous n'aurez plus à avoir des pays de misère et vous n'aurez plus à habiter dans des logements nuls à chier et vous n'aurez plus à vendre votre temps, bah là on va les rallier, les classes populaires. En fait, j'ai l'impression qu'il y a depuis le début de ce débat une espèce de fausse opposition qu'on n'a pas, en tout cas qui fait pas partie de notre stratégie, d'opposer massification, comme si en fait, si on s'attachait à accumuler des forces et à massifier, on pouvait forcément ne pas être radical. Mais en fait, c'est pas vrai, on fait les deux. Aujourd'hui, quand on va s'attaquer à Amazon, quand on va faire des actions concrètes de blocage avec des gilets jaunes, des syndicalistes, pour s'attaquer justement à la racine du système, à la surconsommation, ben on va s'attaquer à ce système-là. Donc en fait, je comprends pas enfin, qu'est-ce que vous voulez dire avec tout ça? Où vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous nous reprochez? Et j'ai l'impression que cette opposition stérile en fait entre massification et en tout cas à s'attaquer au racisme du système n'est pas là, et en tout cas elle fait pas partie de notre stratégie. Si je peux me permettre, et avant de laisser la place à mon ami Vincent pour continuer les hostilités, je pense que en fait, il faut pas le prendre pour vous en tant que association ou vous en tant que collectif. Enfin, je pense pas que la question soit de dire c'est qui ceux qui ont raison, c'est qui ceux qui ont tort, c'est qui ceux qui sont les gentils, c'est qui ceux qui sont les méchants. Ça, je pense pas du tout que ça soit intéressant et c'est pas pour ça qu'on est là. En revanche, on voit qu'il y a quand même un message, un récit, un imaginaire écologiste qui n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans, même si beaucoup plus de gens ont été recrutés et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui partagent aujourd'hui cet imaginaire parce qu'on est face à une urgence. Les grandes icônes pour le climat, par exemple, que ce soit Greta Thunberg à l'échelle mondiale ou chez vous et chez nous, Youth for Climate, les Hanouna de Waver et compagnie, n'ont effectivement à la bouche que la question du réchauffement climatique, du CO2. C'est presque devenu une sorte de spectre presque que religieux en fait, et on ne parle que de ça. On n'a que le mot climat à l'oreille. Or, je pense que si ce n'est pas une porte d'entrée pour complètement repenser notre rapport au monde vivant, parce que pour moi l'écologie est un rapport sensible au monde, ni plus ni moins, et la question du climat n'est qu'une goutte dans l'océan de problèmes que le capitalisme entre autres et l'exploitation de l'homme par l'homme entraîne. Donc, je pense pas qu'on soit là pour se tirer dans les pattes. C'est un peu ce que pour le coup, je rejoins pour une fois Cyril Dion. Je pense que c'est hyper intéressant d'être ensemble, de se parler, de voir quels sont nos objectifs communs. Mais il faut pas avoir peur non plus de se dire, on a quand même surtout les mêmes messages, surtout les mêmes trucs qui reviennent en permanence, et que des fois, ça ferait du bien d'entendre qu'il n'y a pas que le climat, qu'il n'y a pas que le CO2, et qu'il y a d'autres problèmes qui découlent du capitalisme et qui sont en lien avec tout ça. Mais du coup, si ça s'oppose pas, alors on va tous renverser l'État ensemble là? Non mais chaud. Il y a un monsieur qui veut prendre une prise de parole là. Allez-y, j'ai très envie de voir comment vous allez réagir par rapport à des balles de FAMAS. Ouais. Non, mais pour pas être dans la caricature, en fait, il y a des figures politiques qui en ce moment font cette jonction-là. Outre-Atlantique, je pense à la jeune sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis. Elle a parfaitement intégré la dimension climatique dans une politique sociale de réindustrialisation qui s'appelle le Green New Deal, qu'elle a porté avec brio, et en fait, en obsédant le champ médiatique avec sa personnalité, elle a réussi à imposer le thème du climat dans le champ public américain, dans le champ du débat public. Donc c'est quand même assez fortiche. C'est la preuve que quand tu mets ces choses-là ensemble, ça peut très bien marcher. Mais pour que ça marche bien, il faut un leadership qui soit capable de l'expliquer, de le porter avec brio, et ça, je pense que ça nous manque aussi
notamment au mouvement climat, des personnes qui soient capables de parler de manière transversale à l'ensemble de la société et de faire ces liens-là. Même si on a d'excellentes figures aussi qui font ce travail. Un des chemins que j'aimerais bien explorer comme piste à l'avenir de manière de mener nos actions, c'est que on fasse exactement ce qu'on a fait avec Sortons Macron, c'est-à-dire on réagit très vite, on tape un symbole et qui fait bondir un certain nombre de personnes. Là, on a fait irruption en fait, c'est un truc dont je parle dans mes vidéos. C'est trop bien. Et je pense que si on reproduit après ça des centaines de fois la même chose, on fait plus irruption. Et je pense qu'on a la capacité dans ce mouvement, il y a une créativité de dingue, et on a la capacité à chaque fois se renouveler. Et j'aimerais trop qu'on soit dans une espèce de compétition entre chaque groupe local qui existe en France, pas de décrocher le plus de portraits, mais juste de réinventer une nouvelle action qui aille encore une fois perturber le système et encore une fois taper plus fort et différemment le clou. Ouais, donc il y a deux choses dont tu as prise de parole. Il y a le présupposé que les gens ne font plus que décrocher Macron, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans le mouvement, ce qui n'est pas du tout le cas dans ma vie personnelle, en tout cas ce qui n'est pas du tout le cas dans mon expérience militante, à savoir le groupe Action de Paris dans lequel je milite principalement. Ce groupe est aujourd'hui loin de ne faire que décrocher les portraits de Macron. Donc déjà ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que c'est pas parce que tu lances une campagne nationale de décrochage de portraits de Macron que tu vas pas former tes militants à côté, et notamment c'est ce qu'on cherche à faire à travers le camp climat, les former à la stratégie pour qu'ils développent leur propre stratégie sur leur bataille locale, sur le GCO ici, tel contournement autoroutier là, tel serre, j'en sais rien, serre qui s'installe, etc., etc. Et donc oui en fait on est en capacité et aujourd'hui on continue à construire et à structurer les groupes de façon à ce qu'ils puissent développer des stratégies locales et faire irruption sur leur territoire aussi, pour pouvoir mener des batailles sur leur territoire contre des projets néfastes pour le climat, et qui puissent aussi aller métamorphoser les territoires, parce que juste, je pense qu'on n'a pas été au bout de la définition de radicalité tout à l'heure, pour revenir rapidement. Non, en fait, ça veut dire changer le système à la racine et intervenir dans le système, bloquer une raffinerie une journée parce qu'on n'est pas en capacité de la bloquer plus longtemps. Pour moi, c'est une action moins radicale que de monter, par exemple, une monnaie locale qui prend une énorme ampleur sur son territoire, parce qu'en fait, ça a un pouvoir de changement radical sur ton territoire bien plus important que d'aller faire du sabotage juste une journée dans une raffinerie parce que tu ne seras pas en capacité de tenir plus longtemps. Pour moi, ce qui est pour moi le point commun entre l'écologie et puis l'épidémie du sida, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'à notre époque, on avait vraiment une espérance de vie très réduite sans traitement. On avait une sorte de compte à rebours qui concernait beaucoup de personnes. Et on trouve la même urgence et la même colère, la même impatience aujourd'hui sur le retard qu'on a pris en matière de lutte contre le réchauffement climatique et puis l'écologie en général. L'idée d'Act Up au départ, c'était d'un groupe qui pouvait interrompre n'importe quelle réunion, qui pouvait débarquer dans les laboratoires pharmaceutiques, qui pouvait même bloquer, aller au Stock Exchange, à la bourse de New York. Ils avaient une manière de ce qu'on appelle l'agit-prop, qui était une manière de soulever des problèmes de société ou de problèmes de l'épidémie, mais à travers des actions coup-de-poing qui, du coup, avaient beaucoup de couverture médiatique. Je crois que le mouvement climat est assez grand pour trouver ses solutions lui-même, mais c'est vrai qu'il y a un côté radical chez Act Up qui n'essayait pas, on n'essayait pas d'être aimé. Et c'est vrai qu'on a joué le bad cop par rapport aux autres associations qui étaient peut-être plus acceptées par le gouvernement, mais c'est justement cette dualité de force qui a permis de faire avancer la prévention, la recherche des traitements, l'accès aux soins, la situation de la recherche en général.
On a beaucoup personnalisé les attaques. C'est-à-dire pour nous, quand on avait défini une cible, par exemple au ministère de la Santé ou alors dans une autre agence ou chez les labos, on n'avait pas peur de personnaliser les attaques. C'est-à-dire, moi je considère qu'un ministre de l'écologie, il est responsable en première ligne. Pareil pour Total, pareil pour les grandes entreprises. Je pense que on n'appuie pas assez là où ça fait mal au niveau de la direction. L'écologie, c'est le combat le plus important aujourd'hui. Donc, je crois que ça mérite de faire des pots cassés. L'action la plus honteuse qu'on a faite à ACT UP, celle dont ça a été très dur pour nous, ça a été de menotter un responsable de la prévention au gouvernement. On n'a jamais fait ça après. Et ça a fait un énorme scandale. C'est-à-dire que nous-mêmes, je me rappellerai toujours le matin qu'on est parti de chez moi pour faire l'excursion. Enfin, on était livides, quoi. Mais autrement, c'est vrai qu'on n'a pas eu peur de jeter du faux sang sur des gens. Je considère que ce que fait la police aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que ce que nous on faisait. Il y a une idée de guérilla urbaine qui apparaît aujourd'hui. Extinction Rébellion, les gens veulent vraiment bloquer des agences, des grandes multinationales. Je crois qu'il faut faire un rapport de force qui montre que le basculement est si proche en termes d'écologie qu'il faut peut-être radicaliser les actions pour être vraiment en proportion avec le risque que la planète subit. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a une tradition depuis longtemps, ce qu'on appelle les affinity groups, qui sont des groupes, par exemple, tu as une association, mais d'abord tout le monde ne s'entend pas forcément, et puis tu as des gens qui s'adorent, qui font partie de la même bande, qui sont des amis depuis toujours, qui arrivent qui s'engagent en même temps. Et ces gens-là, en général, ont la capacité de faire des actions que peut-être le groupe n'a pas la capacité logique d'assumer, mais que un groupe caché pourrait faire sans le signer, et que cette mouvance dépasse un peu les renseignements, la police, l'industrie, les médias, que ça les fasse titiller un peu plus. C'est-à-dire que ils ont l'impression que ça commence à partir, pas en couille, parce que tout ça est bien contrôlé, mais qu'il y a une agitation qui monte d'un créneau. Et ça, je pense que symboliquement, c'est très fort. En fait, oui, j'aimerais comprendre et savoir pourquoi en fait il n'y a pas un mouvement de grève nationale, par exemple, qui serait organisé, parce que finalement c'est touché au système économique et finalement c'est quand même lui qu'on essaie de ralentir au moins et qu'on essaie de remettre en question. Et ça me semble plus direct comme action que le symbolique, même si les actions symboliques par rapport au portrait sont très bien. Mais je pense que toucher à l'économie, à vraiment ralentir une économie, que ce soit des grèves nationales ou autre chose qui toucherait à l'argent en fait. Je trouve qu'on parle pas assez d'argent en fait dans ce débat d'action contre ce système qui repose quand même dessus sur l'argent. Il faut peu de monde finalement pour faire une grève générale parce que il faut identifier des secteurs industriels, mettons par exemple l'aviation. Il y a juste besoin d'identifier les quelques centaines de personnes qu'on peut pas reformer facilement et qui vont casser tout le système. Typiquement, les gens qui travaillent dans les tours, je me souviens plus comment on appelle ça, mais qui gèrent tours de contrôle. Les tours de contrôle, il y en a quelques milliers en France. Si on arrive à les convaincre avec une sorte de Tipeee pour financer. Non, mais vraiment, il faut financer la grève générale. Ouais. Il faut financer la grève générale. Et avec les gilets jaunes, je pensais vraiment que l'opportunité allait se lancer. Il y a eu quelques cas qui ont essayé de crowdfunder une grève générale. Je sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Je suis pas capable de dire pourquoi. Par contre, pour ce qui est du système monétaire, je suis encore une fois tout à fait d'accord avec toi. Merci Ségolène pour ton intervention. Et ce qui me permet aussi de rebondir sur la radicalité de la monnaie locale. Moi, j'ai fait comme ça, même si tout le monde faisait comme ça, parce que c'est indexé sur l'euro. Alors, je vois pas en quoi c'est vraiment
vraiment si radical que ça. Par contre, la monnaie libre, j'ai pas trop le temps de développer, mais s'il vous plaît, ceux qui nous écoutez, allez vous intéresser à la June G1, parce que ça attaque vraiment la racine du système monétaire, parce que notre système monétaire, pour créer de la monnaie, on crée de la dette, donc il faut rembourser les intérêts de cette dette, donc il faut recréer de la monnaie, et c'est de là que vient l'impératif de croissance de notre système actuel. Il faut absolument penser à un système monétaire qui n'impose pas la croissance à tout prix, et la June l'a trouvé. Donc intéressez-vous à cette question. Moi, ce que je vous propose, on parle de semaine de grève. Il y a la semaine de rébellion. Du 7 au 14 octobre, sur Paris, Londres, Berlin, New York, San Francisco. Donc si vous êtes prêts à un vrai blocage d'une semaine, quelque chose qui fera changer les choses peut-être, là, c'est peut-être le moment. Venez avec vos étiquettes, venez sans étiquette, mais venez juste. Faites des actions, montez-les, rejoignez des groupes XR, rejoignez des groupes ANV COP21, s'ils souhaitent venir. Mais venez juste. Là, il y a de quoi faire. Et c'est international, ok? La semaine de Rio, s'il vous plaît, venez, c'est ultra important. Et ANV COP21 et les autres, promouvez. Si vraiment ça vous intéresse de faire ça, dites-le. Donnez l'information. Créez même vos groupes pour attaquer ça. Parce que il faut attaquer à la racine. Et la racine du dragon en France, elle est à Paris. La Défense, toutes les multinationales, toutes les institutions gouvernementales, elles sont là-bas. Voilà. Et pour ceux qui veulent faire en dehors de Paris, il y a toutes les zones industrielles de France qui seraient bons à attaquer aussi. Merci à vous tous. On était en Suède, à Söderby, dans un éco-village sur l'île de Gotland, qui lui est beaucoup plus dans l'idée de préparer l'ère post-pétrole, le post-effondrement. Et donc, moi, Framboise et moi, où on en est dans nos réflexions, c'est que on n'arrête pas de parler de massification du mouvement et de changer le système. Nous, on a beaucoup plus l'impression que le mouvement se massifie parce que les choses s'empirent. C'est pas vraiment l'action, désolé Alternatiba, désolé ANV, c'est pas vraiment l'action des associations qui vraiment fait massifier le mouvement, c'est plus que on se prend de plus en plus de canicules sur la gueule, de plus en plus de faits scientifiques sur la gueule, et que du coup forcément ça suit un peu, mais pas suffisamment par rapport à quel point la situation écologique empire, et que le système est bien plus fort à s'autodétruire que nous à le changer finalement. Et donc nous on est plus dans l'idée de préparer ou de gérer cette autodestruction. Enfin, notre militantisme s'exprime plus. On est au camp climat aujourd'hui, donc on n'a pas abandonné l'idée de militer de manière conventionnelle contre le système, mais on a surtout envie de concentrer nos efforts dans la préparation de l'après-système et surtout la gestion de l'effondrement afin qu'il soit le moins pénible possible, essentiellement pour les catégories de population qui vont être le plus touchées par cet effondrement. Donc on est parti à la recherche de réponses, de comment faire ça, comment gérer l'effondrement, et ça, pour nous, la réponse est assez évidente, c'est créer des lieux et créer un réseau, comme tu le dis, entre tous ces lieux qui savent comment faire, parce que très clairement, aujourd'hui, la société, elle est tellement hors sol qu'elle ne sait pas comment faire sans pétrole. On est complètement démunis quand il s'agit de faire pousser notre propre bouffe, quand il s'agit de se prémunir de maladies, de tout ça. En fait, on s'est rendu compte que j'ai des collègues archéologues qui sont partis manifester contre le travail qu'ils avaient à faire plus tard, mais on n'a pas du tout communiqué correctement entre nous, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait les zadistes d'un côté, il y avait les écologistes de l'autre, qui avaient des techniques en plus qui n'étaient pas du tout adaptées. Alors je sais pas si c'est Vinci qui faisait pression pour pas qu'ils puissent faire leur taf ou autre, mais je pense qu'ils auraient pu avoir vachement d'aide aussi de notre part. Et il y avait les archéologues de l'autre, sachant que j'ai l'impression que les gens ne savent pas qu'on existe et qu'on peut aider. Notamment un Bure aussi, on aurait pu vachement vous aider parce qu'il y a un site néolithique qui était pas loin sur Bure, et j'avais eu quelques contacts, mais en fait on est arrivé trop tard. En fait, on a été intégré trop tard au débat. Voilà, donc il y a un truc à faire. Faut vraiment qu'on discute entre nous, quoi. Dépasser la bataille des égos. Hein.
parce que c'est pas qu'une question de connaissance des différents acteurs, de connaissance du terrain. Souvent, quand on est dans son truc, dans sa façon de lutter, dans ses certitudes, on se dit, je vais faire mon truc et basta cosy et je sais comment faire et je vais réussir. Bon, on est beaucoup à s'être rendu compte qu'on a eu plus de défaites que de victoires ces dernières années par rapport à ce qu'on entreprend. Donc c'est bien aussi de pouvoir avoir un peu d'humilité quand on essaye de renverser un système qui est complexe, quoi. Et je me dis, après, on est allé dans un éco-village où ils sont 30 et où finalement, dans quelques années, ils vont être bien plus utiles à la société humaine de par leur travail de recherche, parce que Sutherland, c'est un éco-village qui est très ouvert sur le monde. Ils ont créé une ONG et ils essayent, ils foirent, ils recommencent jusqu'à trouver les bonnes techniques pour faire du biogaz, pour faire de la permaculture, et ensuite ils mettent tout sur leur site internet afin que d'autres communautés puissent s'en emparer. Et finalement 30 personnes qui vont pas se ruiner la santé à faire des même si c'est super parce que d'aller aussi loin dans la détermination que de faire une grève de la faim, mais j'ai vraiment l'impression que d'un côté il y a faire des efforts de malade mental pour sauver quelques petits bouts et avoir des petites victoires qui vont pas vraiment changer le système, et de l'autre côté un travail qui va permettre de gérer l'effondrement et ensuite de vivre mieux après cet effondrement. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là dans mes réflexions. Merci Florito. Vincent, est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y. Okay. Je suis juste un peu gênée. Non, bouge pas. Je suis là, très bien, pas de problème. Je suis un peu gênée de voir dans ce que tu as dit, Florito, l'opposition entre une ZAD et les éco-villages, parce que je pense qu'il y a quand même, on retrouve un petit peu ce qui a été dit sur les classes populaires, etc. Quand on parle d'éco-villages, je pense, et qu'il faut faire attention à ça. Et en plus, je pense que c'est quand même aussi important de conserver des ZAD. Et dans les ZAD, en vrai, quand tu regardes Notre-Dame-des-Landes, ils ont pas juste bloqué, ils ont construit des trucs, ils ont testé des choses, etc., etc. Et c'est hyper important de garder ça en tête. Et une dernière chose que je voulais dire aussi sur les éco-villages, c'est un truc enfin moi en tout cas je me pose la question. Et ça fait remonter un certain nombre d'incohérences, de contradictions, de choses hyper complexes. Et je pense que avant d'aller dans son éco-village qu'on va monter, etc., on peut aussi prendre le temps de construire des choses chez nous, dans nos apparts, dans nos colocs, dans nos maisons, dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans nos facs, donc je sais pas où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a envie d'aller, mais il y a plein de choses à penser qui sont hyper faciles et qu'on peut monter d'une rapidité vraiment hallucinante. Juste pour répondre en 2 secondes, effectivement, Notre-Dame-des-Landes, c'est une ZAD qui a pris la forme d'un éco-village à terme, parce qu'ils ont travaillé leur autosuffisance. Moi, je parle juste de la ZAD de Hambach et de la ZAD de Colsheim, où on a été pour le début de notre voyage, et en fait, eux, ils sont pas du tout autosuffisants, parce qu'ils vivent de donations et de récup. Et donc du coup, ils développent pas du tout tout ce qui est aspect perma et résilience. Et donc c'est vraiment, je fais pas une opposition ZAD éco-village, je fais une opposition développement de l'autosuffisance ou pas. Mais justement sur le lien entre résistance, désobéissance et résilience, il y a Adrien qui aimerait dire rapidement un petit mot là-dessus. Oui, alors navré, peut-être que tu voulais dire exactement la même chose, mais moi ce que je trouve intéressant dans le mouvement de désobéissance, c'est qu'il est parfaitement complémentaire des alternatives de type de ZAD, puisqu'en fait, dans la désobéissance, on va expérimenter des phénomènes de cohésion, d'entraide et de coopération qui sont poussés à son paroxysme. On va vivre des expériences humaines ultra enrichissantes, et ça, c'est des valeurs qu'il va falloir promouvoir au maximum dans des perspectives d'effondrement, parce que si on se base sur une société qui promeut l'individualisme et la compétition, forcément, on va aller dans des phénomènes de crise et ça va être un peu le bordel. Alors que si on gagne la bataille culturelle de la coopération par cette école de la vie que peut être la désobéissance, et moi j'apprécie la désobéissance non violente, mais je conçois qu'il y ait d'autres formes de désobéissance. Si on gagne cette bataille culturelle-là, eh bien peut-être que la résilience globale, elle sera vraiment incrémentée. D'autant plus si elle se base sur des points chauds de résilience locale comme les ZAD peuvent l'être ou les écolieux, quoi. Voilà. Moi, je suis chaud pour créer des points chauds. Vas-y, à toi. Ouais, je voulais juste amener une toute petite autre perspective au débat, à savoir, en fait, on fait face à un phénomène global. Là, on parle beaucoup de stratégie au niveau national et au niveau local, mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, et moi je le vis tous les jours en travaillant aux Amis de la Terre, qui est une fédération internationale, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont aujourd'hui
concrètement en train de crever à cause du dérèglement climatique. Et en fait, moi, si je vais voir mes copains des Amis de la Terre Mozambique et que je leur dis, bah mec, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller préparer l'effondrement, alors que 1, ils sont en train de se prendre des cyclones sur la gueule, et 2, il y a aujourd'hui Total qui va aller faire de l'exploration gazière et qui va aller déplacer directement les populations sur le territoire. Bah en fait, je me sens hyper mal. Et donc, ça ne veut pas dire que je considère la stratégie d'occupation, de construction de la résilience, de la construction d'autovillages comme quelque chose qui est pas du tout inutile. Je pense que c'est utile qu'on ait ces lieux, c'est utile qu'on ait ces lieux pour montrer l'exemple, pour montrer qu'un autre modèle de société est possible. Mais par contre, moi, je serais dans l'incapacité de dire je me concentre là-dessus parce qu'en fait, j'ai des copains à l'autre bout du monde qui sont en train de crever, quoi. Moi, je suis contente d'avoir entendu tous ces débats ce soir, mais j'ai aussi l'impression que dans notre lutte, on se trompe un petit peu parfois de cible des fois, et qu'on titille pas, qu'il y a un ministère qu'on titille pas assez, et pourtant il est, à mon sens, essentiel. C'est le ministère de l'Éducation nationale, en fait. Et ouais, je pense que c'est très important. Et en plus aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de jeunes qui sont en train de se bouger, et c'est là qu'il faut aller. On a aujourd'hui à l'école, et il faut en être conscient, des élèves qui apprennent à se laver les dents avec Colgate, qui vont manger des produits laitiers avec Danone. Et en fait, j'ai l'impression qu'on s'attaque des fois à des cibles, et c'est déjà trop tard. Et je pense qu'il faudrait aller investir plus sur les écoles. Il y a énormément aujourd'hui de professeurs qui font beaucoup de choses. Il y a Prof en transition, il y a plein de professeurs qui se battent seuls dans leur coin pour essayer, justement, parce qu'il y a des choses très bien qui sont faites aussi à l'Éducation nationale, et il faut le dire, mais pour pousser plus loin toutes ces choses-là. Il y a des commissions citoyennes qui sont créées dans les collèges. Il faut se saisir de tout ça pour recréer la démocratie. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller plus loin là-dedans. Je veux dire, je vois pas pourquoi aussi on n'irait pas à la sortie des écoles parler aux parents, parce qu'on a vu dans les marches pour le climat les familles qui venaient de plus en plus dans ces marches. Ça veut dire que les gens, à partir du moment où on leur parle de leurs enfants, eh ben là on les touche. Et là, on aura du public. On veut un endroit où il y a des classes de bourgeois, classes populaires, où les gens sont réunis, c'est à l'école. D'accord ? On veut aussi pouvoir parler à plus de gens en dehors de Facebook, qui cloisonnent quand même les réseaux d'Instagram, etc. Eh ben, allons à la sortie des écoles. Pourquoi on aurait des panneaux JC Deco qui fait la pub pour du McDo, etc. Et nous, on serait pas là aussi pour faire passer un message. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ça à faire sans parler embrigadement de masse, etc. Franchement, on est avec des enfants, il y a quelque chose à dire. Mais je crois que le système, il commence là, et que si on va pas titiller le ministère de l'Éducation nationale, et si on va pas rentrer dans ce rouage-là du système, on n'y arrivera pas. Voilà. Ça, c'était une petite réflexion que je voulais faire. Ouais. Merci. Je pense qu'on a tous autour de chez nous des trucs qui nous insupportent totalement, des projets qui existent, qui sont inutiles, qui sont imposés, qui détruisent le climat, qui contribuent à faire se ranimer peut-être aussi cette économie qu'il faudrait pourtant voir ralentir. Et on a envie de vous proposer un truc, c'est que vous écriviez à une adresse que je vais vous communiquer les projets que vous voyez autour de vous, sur lesquels on pourrait foutre le dawa. Parce que après, une fois qu'on a tous ces lieux-là, on va essayer de mettre en commun les gens qui habitent autour de ces lieux-là. On va essayer de leur donner des outils pour que on reprenne nos territoires. Qu'on ne permette pas à des entreprises qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam de décider de le déstructurer, de décider de le défoncer. Et du coup, on vous invite à nous écrire, c'est à l'adresse contact@ilestencores-temps.fr. Vous écrivez à cette adresse-là, et elle sera dans la description, j'imagine. Et du coup, l'idée, c'est que après ça, on va faire une grande carte et on va essayer de reprendre le pouvoir sur nos territoires et de faire capoter tous les projets qui sont en cours et bloquer les trucs qui existent aussi déjà. Ça peut être bien, hein. Peut-être quand même sympa. Ouais. Faut insister en fait, parce que les grands projets inutiles imposés, on a souvent l'impression que c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est le grand contournement de Strasbourg, mais en fait tout ce qui vous paraît injuste,
c'est un projet inutile imposé. À côté de chez vous, un décathlon qui va s'ouvrir sur la forêt où vous allez vous balader les dimanches. Les migrants aussi, les entrepôts Amazon. Donc c'est vraiment très très vaste en fait. Il faut pas réduire cette définition. Et c'est vraiment l'injustice qui doit vous pousser à l'action pour faire une carte globale comme ça. Les gens qui sont dans une région, j'ai vu plein de gens qui me disaient ah ben moi je viens de la campagne, c'est pas facile de trouver une lutte dans laquelle m'investir, mais il y en a partout en fait. Et Reporter va relayer cette carte et tous les youtubeurs, enfin les vidéastes, cinéastes, activistes, vont relayer ces luttes pour que il y ait des comme ça, que ce soit comme un essaimage partout dans toute la France pour montrer que le mouvement climat il est partout et que les gens partout ont envie de se lever, de se mettre debout et pour lutter contre les injustices telles qu'elles soient. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation et votre présence dans ce JTR de la chaleur extrême. C'était plus chaud que le climat. Hein. Ah ouais, carrément. C'était une grande expérience. On vous retrouve la prochaine fois. On ne sait pas encore quand que ce sera le prochain JTR. Et on n'a pas à le savoir. Voilà, et on n'a pas à le savoir. On inventera et on vous préviendra au dernier moment, comme d'habitude. C'est très bien comme ça. Et on remercie beaucoup les équipes d'Alternativa, les Amis de la Terre et ANV COP 21 de nous avoir permis de faire ce grand débat ici. Et on remercie tous les activistes qui se sont déplacés, qui ont participé aussi. C'est trop bien. Il faut qu'on ait ce genre de débat et on a déjà beaucoup de plaisir à avoir eu celui-là. Sans oublier toute l'équipe du JTR, les techniciens, les caméramans, les amis au son, Arnaud à la réalisation, toute l'équipe. Voilà, on peut vraiment les applaudir très fort. Et c'est évidemment le moment de la quête. Nous avons une page Tipeee qui nous permet de rester parfaitement indépendants et de quand même un tout petit peu subvenir à des besoins évidents quand on fait de la production de vidéos. Donc si vous voulez nous aider un petit peu, essayez quelques billets verts sur le Tipeee du JTR.